Bonjour, enseignante en économie, management et droit en BTS tertiaire, je voulais voir aujourd'hui avec vous la notion de prix qui va influencer donc la décision des agents économiques. L'économie, comme vous le savez, est une science donc qui permet de satisfaire nos besoins, de faire des choix, des arbitrages. En fait, il faut gérer donc les biens économiques qui sont rares, donc qui sont dus au travail et aux investissements, au facteur travail et au facteur capital. Comme ils sont rares et que nos besoins sont de plus en plus illimités, face donc à des revenus qui, eux, sont limités, l'économie va permettre de faire des arbitrages. En effet, les ménages vont consommer pour satisfaire certains de leurs besoins en fonction de leurs revenus. On a vu dans un PowerPoint précédent que c'est grâce à cette production et à la création de valeur ajoutée que les ménages allaient obtenir donc des revenus qui vont leur permettre de consommer. Pour parler de prix, nous allons voir la notion de marché. Le marché, comme vous le savez, est le lieu de rencontre, fictif ou réel, entre l'offre et la demande. Il existe de nombreux marchés, le marché bien sûr des biens et des services, mais aussi le marché du travail. Ces marchés sont régulés par le prix. Le prix sur le marché du travail s'appellera le salaire. Sur le marché des capitaux, le prix est le taux d'intérêt entre les prêteurs et ceux qui ont un besoin de financement. Le marché des changes, où donc de la monnaie nationale va s'échanger contre des devises et qui va être régulé par le taux de change. Cette notion de marché vient des économistes classiques ou libéraux dès le XVIIIe siècle avec Adam Smith, David Ricardo. Nous allons voir donc les fameuses règles de la concurrence pure et parfaite, les 5 conditions qui avaient été posées par ces économistes. Mais surtout, nous allons voir aujourd'hui qu'elles connaissent des limites. Première condition, les libéraux parlent d'atomicité, c'est-à-dire que sur le marché, il doit y avoir un grand nombre d'offreurs et de demandeurs pour qu'aucun d'entre eux ne puisse influencer le marché. Mais aujourd'hui, de nombreux marchés sont oligopolistiques, comme le marché par exemple de la téléphonie, ou carrément monopolistiques. Dans ce cas, le prix ne pourra plus jouer son rôle. Deuxième condition, libre entrée et sortie du marché. Là aussi, il existe dans certains secteurs d'activité des barrières à l'entrée. Elles peuvent être juridiques, comme pour les pharmacies par exemple, les hypermarchés, ou tout simplement parce que les investissements sont trop lourds et qui vont donc dissuader de nouveaux offreurs d'entrer sur le marché. C'est le cas là aussi de la téléphonie mobile. Donc aujourd'hui, il faut donc des capitaux assez importants pour obtenir les licences et être présent sur ce marché, ce qui peut arrêter certains opérateurs. Troisième condition, donc les produits doivent être identiques. Pour que la concurrence donc porte que sur les prix. Aujourd'hui, nous le savons, au contraire, les entreprises essayent de se démarquer en offrant des produits très différenciés grâce notamment au marketing. Les économistes parlent même de concurrence monopolistique. C'est le cas des produits laitiers. Par exemple, notre choix au rayon des yaourts est rarement déterminé par les prix. Il y a de nombreux produits, donc il y a une concurrence, mais finalement, nous allons choisir pratiquement toujours les mêmes produits en fonction de nos goûts, nos envies
Et bien sûr, nous allons être influencés par la stratégie de l'entreprise avec le packaging, la publicité, etc. En ce qui concerne la mobilité des facteurs de production, normalement, le travail et le capital se déplacent en fonction de la demande des entreprises. Mais nous savons qu'en France, le facteur travail est peu mobile au niveau géographique, mais aussi entre les secteurs d'activité. Enfin, la transparence des marchés. Donc les agences économiques doivent bénéficier d'une bonne information. Là aussi, ce n'est pas toujours le cas. Sur de nombreux marchés, il existe ce que l'on appelle une asymétrie d'information entre offreurs et demandeurs. Le marché des voitures d'occasion est un bon exemple. L'acheteur est souvent privé d'informations techniques, ce qui va jouer d'ailleurs sur le prix. Une voiture neuve va perdre rapidement de la valeur, car justement, il y a cette asymétrie d'information. L'État d'ailleurs va intervenir pour essayer d'améliorer la concurrence, et on a mis en place donc le contrôle technique qui permet donc d'informer les acheteurs de voitures d'occasion. Cette transparence des marchés est aussi insuffisante sur le marché du travail, sur le marché des capitaux. Ainsi, nous pouvons dire que la concurrence imparfaite est souvent la règle. Nous allons voir maintenant donc comment va fonctionner concrètement, grâce à un exemple chiffré, la loi de l'offre et de la demande, qui repose donc sur l'analyse d'économistes néoclassiques comme Léon Walras. Nous allons d'abord observer la représentation graphique de l'offre et de la demande. Donc sur ce graphe, vous voyez en abscisse les quantités offertes et demandées, en ordonnée les prix, deux courbes. La courbe rouge qui représente la demande, la courbe verte qui représente l'offre. Tout d'abord, il faut préciser que les offreurs et les demandeurs ont des intérêts divergents. Nous le voyons bien sur ce graphique, l'offre est une fonction croissante du prix, c'est-à-dire si le prix augmente, l'offre des entreprises augmente. Au contraire, la courbe rouge de la demande est une fonction décroissante du prix. Si le prix augmente, la demande des ménages, par exemple, baisse. L'intersection entre ces deux courbes va donner le prix d'équilibre où l'offre est égale à la demande. Pour mieux comprendre donc cette loi, nous allons voir un exemple chiffré, le marché local de la pêche. Dans ce tableau, vous avez trois colonnes. Tout d'abord, l'offre en kilos, au centre, les prix en euros, et enfin, la demande en kilos. Nous pouvons essayer d'analyser, pour comprendre cette loi, les réactions des offreurs et des demandeurs lorsque le prix varie. Nous voyons donc sur ce tableau que notre prix d'équilibre est 1,80 €, puisque nous avons 1400 kg de poissons qui sont offerts et 1400 kg de poissons qui sont demandés. Voyons qu'est-ce qui se passe si le prix est d'abord moins élevé que le prix d'équilibre, puis s'il est plus élevé. S'il est moins élevé, donc 60 centimes, nous voyons que les offreurs ne vont offrir que 500 kg. Évidemment, le prix est trop bas pour couvrir les coûts. Bien sûr, les demandeurs, eux, sont prêts à en acheter 3000. Donc, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Lorsque l'offre est inférieure à la demande, le prix augmente.
Il passe donc à 1 €. On voit bien qu'à ce moment-là, l'offre augmente, elle passe à 1000 kilos, mais qu'au contraire, la demande diminue, elle passe à 2200 kilos. Donc, l'offre est toujours inférieure à la demande. Donc, le prix continue à augmenter. Il passe à 1,80 €, notre prix d'équilibre. Si nous prenons un prix supérieur au prix d'équilibre, 3 €, nous allons pouvoir observer le phénomène inverse. Pour 3 €, de nombreux offreurs sont prêts à offrir 2000 kilos de poissons. Bien sûr, les demandeurs ne sont prêts à en acheter que 600. Donc cette fois-ci, l'offre est supérieure à la demande, donc le prix va baisser, il passe à 2 kilos. L'offre diminue, elle passe à 1500 kilos, pendant que la demande augmente, 1200. Et ce phénomène donc va se poursuivre jusqu'au prix d'équilibre. Donc on voit bien qu'en fonction de ces ajustements, un prix d'équilibre va naître obligatoirement de cette rencontre de l'offre et de la demande. Voilà résumé donc cette loi. En règle générale, si l'offre est supérieure à la demande, le prix va augmenter, ce qui provoquera une baisse de la demande et une progression de l'offre. Et cet ajustement, c'est-à-dire cette augmentation du prix dans notre cas, se fera jusqu'à ce que la demande soit égale à l'offre. Et nous observerons donc le phénomène inverse lorsque l'offre est supérieure à la demande. Donc, dans ce cas-là, les prix vont pouvoir remplir 3 rôles. Tout d'abord, informer les agents économiques, leur permettre donc de faire des comparaisons. Ensuite, leur permettre de faire des choix, des arbitrages, pas seulement pour les ménages, mais aussi pour les entreprises. Par exemple, pour déterminer leur combinaison productive, c'est-à-dire la combinaison optimale entre le facteur travail et capital en fonction du prix du travail et du prix donc des machines. Nous savons que dans les pays capitalistes, nous avons une production dite capitalistique, c'est-à-dire qui incorpore plus de capital que de travail. Dans les pays donc émergents, la main-d'œuvre étant bon marché, la production incorporera plus de facteurs travail que de facteurs capital. Aujourd'hui, avec la crise du Covid, de nombreuses entreprises souhaitent relocaliser leur production, en France par exemple. Elles ne pourront le faire qu'en utilisant plus de facteurs capital que de facteurs travail. Enfin, d'après donc les néoclassiques, le prix va permettre l'équilibre sur les marchés. Donc ces 3 rôles seront remplis lorsque la CPP sera vraiment vérifiée. Ce qui n'est pas toujours le cas, comme nous l'avons vu précédemment. Je vous propose maintenant un petit schéma qui va montrer que donc l'économie de marché, notamment en France, doit être régulée par l'État. Pourquoi? Mais parce que nous l'avons vu, même si en principe le marché donc va être coordonné par l'offre et la demande, ce marché ne remplit pas toujours son rôle. Il connaît des limites et l'État devra donc intervenir pour essayer de limiter ces imperfections. Donc, certains marchés connaissent des défaillances. Elles sont de 2 types. D'abord, ce que l'on appelle les externalités.
Et ensuite, il existe des biens publics. Nous allons revenir sur ces deux points. Tout d'abord, il y a externalité lorsqu'un agent économique, une entreprise ou un ménage, procure par son activité un gain ou un dommage qui n'est pas payé par les agents économiques, c'est-à-dire qu'il ne passe pas par le marché. Nous pouvons prendre quelques exemples. Tout d'abord, une externalité positive, la formation des salariés, par exemple. Elles vont être encouragées, donc la formation des salariés, l'éducation, la recherche. Mais il existe bien sûr des externalités négatives. Nous pensons tout de suite bien sûr à la pollution, et là, l'État devra essayer de les limiter. Donc l'État, comme ces externalités négatives ne passent pas par le marché, l'État va essayer de les internaliser. Différents instruments se proposent à lui. D'abord, donc, soit par la réglementation et la fiscalité. L'État, par exemple, va taxer ou subventionner pour une externalité positive. Actuellement, donc, les voitures électriques ont pu bénéficier d'un bonus, alors que les voitures plus polluantes vont disposer d'un malus. Donc cette fiscalité, c'est la thèse d'Arthur Cécile Pigou. Il pense qu'il faut taxer les externalités négatives. Donc nous avons appliqué cette théorie pour les voitures, mais aussi le tabac. C'est le principe du pollueur-payeur. Deuxième instrument, créer des marchés de droit. C'est la théorie de Ronald Coase, prix Nobel de l'économie en 1991. Il propose que l'État donne des droits de propriété pour responsabiliser les entreprises. C'est le cas donc du marché des droits pollués, marché carbone. Cependant, ce marché a des limites puisqu'aujourd'hui, à peu près 13% des entreprises qui polluent dans le monde sont soumises à ces marchés carbone. Il n'y a seulement que 40 pays dans le monde qui ont un système de quotas. Donc tout ceci, bien sûr, fausse la concurrence au niveau mondial entre les entreprises qui vont être soumises à ces taxes et les autres qui vont y échapper. Deuxième cas où le marché donc est défaillant, les biens publics. Ce sont donc des biens fournis par l'État. Donc c'est l'État qui va les produire. Ils font l'objet d'une consommation collective. Pour Paul Samuelson, économiste américain, ils répondent à deux critères. Tout d'abord, un critère de non-rivalité. La consommation de ce bien par une personne entraîne aucune réduction de la consommation des autres personnes. Deuxième critère, le critère de non-exclusion. Il est impossible d'exclure quiconque de la consommation de ce bien. Donc, il n'est pas possible de faire payer l'usage de ce bien. Il y a de nombreux biens publics, l'éclairage public, un mur anti-bruit, une station d'épuration. Donc, l'État doit produire ces biens. Deuxième limite de l'État, à côté des défaillances, pas de l'État, des marchés, pardon. Certains marchés connaissent des imperfections, c'est-à-dire que la concurrence est imparfaite, comme nous l'avons vu précédemment. C'est le cas donc des marchés monopolistiques, un seul offreur et beaucoup de demandeurs. Et le cas des marchés oligopolistiques, quelques offreurs face à beaucoup de demandeurs. Dans ces deux cas, le prix ne va pas pouvoir remplir son rôle. Il va être fixé par l'offre et non par le marché. Et la plupart du temps, évidemment, le prix va être plus élevé que s'il avait été fixé par le marché.
Donc nous pouvons voir que le marché n'étant pas parfait, l'État intervient. On a une AAI, une autorité administrative indépendante, qui est un peu le gendarme de ce marché, l'autorité de la concurrence, qui peut même infliger donc des amendes, des sanctions. Nous avons un exemple l'année dernière, l'autorité de la concurrence a infligé à Google une sanction financière pour abus de position dominante. En cause, les règles imposées par l'entreprise aux annonceurs qui utilisent les services de la régie publicitaire, donc de Google. Donc, l'État et l'autorité de la concurrence peuvent essayer d'améliorer le fonctionnement de notre marché. Voilà, j'espère que donc ce PowerPoint vous aura aidé et je reste à votre disposition si vous avez des questions.